Bon, comment on découvre un nodule thyroïdien? Les circonstances de découverte d'un nodule thyroïdien sont variables. Soit c'est le patient qui découvre par l'autopalpation et découvre son nodule thyroïdien, soit c'est une découverte fortuite par le médecin lors d'un examen clinique pour un autre problème. Donc le patient vient pour un autre problème au niveau par exemple de sa cavité buccale, et lorsque le médecin réalise l'examen cervical, il va découvrir donc ce nodule thyroïdien. Donc c'est une découverte fortuite par le médecin. Ou bien c'est une découverte fortuite par l'échographie, réalisée pour un autre problème aussi. Pour parler de la découverte fortuite, c'est une découverte pour un autre problème. Et il y a aussi d'autres circonstances de découverte, c'est les manifestations de ce nodule thyroïdien. Soit devant des signes d'hypothyroïdie, soit devant des signes d'hyperthyroïdie, soit devant ce qu'on appelle le flash syndrome, devant une hyperparathyroïdie ou bien une hypoparathyroïdie. Et donc devant un patient qui présente donc un nodule thyroïdien, notre démarche diagnostique doit être rigoureuse, doit être codifiée, et doit passer par l'interrogatoire, l'examen clinique et les examens paracliniques. Et donc dans l'interrogatoire, doit être minutieux avec les 3 temps, le terrain, les caractéristiques du motif de consultation et les signes associés. Pour les signes associés, on doit chercher 3 genres ou bien 4 catégories de signes cliniques à connaître par cœur. Le premier type de signes cliniques, ce sont les signes de dysthyroïdie, que ce soit d'hypo ou bien d'hyperthyroïdie. Donc ça, c'est le premier signe ou bien le premier type de signe clinique associé au nodule thyroïdien. Le deuxième type de signe clinique, c'est en rapport avec la sécrétion des catécholamines. C'est le flash syndrome. Il faut chercher l'hypertension artérielle paroxystique, il faut chercher le diarrhée motrice. C'est en rapport, ça nous donne une idée sur les cellules intéressées par ce nodule thyroïdien. Et le troisième type de signes cliniques associés sont des signes de compression. Parce que ça arrive des fois, lorsque le nodule est de développement postérieur, lorsqu'il augmente de volume, il va comprimer donc l'axe laryngotrachéal et il va entraîner une dyspnée. Donc l'examen clinique. Donc l'examen clinique doit être méthodique. C'est un examen qui passe d'abord par l'inspection et deuxièmement par la palpation. Dans un premier temps, l'inspection, qu'est-ce qu'il va chercher? Il va chercher d'abord, dès le premier coup de vue, donc, c'est la découverte d'une masse. Qu'on voit ici, c'est la découverte d'une masse. Cette masse est basicervicale, parce qu'on sait très bien que la projection du corps thyroïdien, c'est au niveau de la partie basale du cou, et donc c'est une tuméfaction qui se développe d'abord en bas, au niveau de la partie basale du cou, et deuxièmement, dans la région médiane. Ce n'est pas latérocervicale, mais c'est au niveau de la partie antérieure, médiane du cou, c'est là la projection du corps thyroïdien. Elle est médian et basale. Deuxième chose à rechercher à l'inspection, c'est la recherche d'une cicatrice antérieure. Ça arrive des fois, des patients qui ont été opérés pour un lobe thyroïdien ou pour un autre nodule thyroïdien et qui viennent consulter pour le développement d'un autre nodule sur un autre lobe. Et donc, il faut chercher cette notion de la chirurgie antérieure, en recherchant donc une cicatrice antérieure au niveau de la région thyroïdienne. Parce qu'il faut prendre en considération cette notion, parce que le geste chirurgical sur un patient déjà opéré, c'est un peu difficile par rapport à un patient qui n'a été jamais opéré. Parce qu'il y a le risque de la fibrose et qui va cacher le nerf récurrent. Donc il faut toujours mentionner, est-ce que le patient a bénéficié d'une chirurgie thyroïdienne en avant ou non. Toujours à l'inspection, il faut chercher l'état de revêtement, l'état de la peau. Est-ce qu'il est infiltré? Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle la circulation veineuse collatérale? Donc il faut toujours chercher toutes les anomalies qui intéressent le revêtement cutané. Il faut demander, toujours au temps de l'inspection, il faut demander au patient ou bien à la patiente
de déglutir sa salive. Parce que le mouvement de la déglutition va voir le comportement de la tuméfaction vis-à-vis de cette déglutition. Parce que les tuméfactions qui se développent sur le corps thyroïdien, ils sont mobiles et l'ascensionnent avec la déglutition. Après l'inspection, on va passer à la palpation. La palpation se fait de deux manières. Soit en se plaçant devant le patient, et on va palper l'air thyroïdien, ou bien en se plaçant derrière le patient. Là, c'est une palpation derrière le patient, en utilisant les mains sur les deux lobes. Donc la palpation va palper trois régions. C'est comme l'échographie. Il faut se rappeler de ce principe de la palpation, parce que lorsqu'on va palper de l'échographie, elle va bien sûr recopier les objectifs de la palpation. Parce qu'on palpe trois choses. On palpe l'aire thyroïdienne, on palpe la thyroïde, on palpe les ganglions et on palpe les glandes salivaires. Et donc l'échographie, lorsque le radiologue réalise son échographie, il va nous parler de ces trois éléments. Il va nous parler de la glande thyroïde, il va nous parler des adénopathies et il va nous parler de l'état des glandes salivaires. Et donc la palpation de la glande thyroïde va chercher d'abord la sensibilité de nodule, est-ce qu'il est douloureux ou non, la mobilité de ce nodule, la consistance du nodule, est-ce qu'il est dur, est-ce qu'il est molle, la mobilité avec la déglutition par rapport au plan superficiel, par rapport au plan profond, et il faut palper le reste de parenchyme thyroïdien aussi. Parce que des fois, on est devant plusieurs nodules. On est devant un goitre multinodulaire. Il n'y a pas un seul nodule, mais il y a plusieurs nodules. Et on va finir par la palpation des aires ganglionnaires et des glandes salivaires. Deuxième élément, ou bien deuxième examen clinique à réaliser et d'une manière systématique parce qu'il a un caractère médico-légal, c'est l'examen des cordes vocales. L'examen des cordes vocales. Et donc vous devez réaliser votre soit laryngoscopie indirecte qu'on voit ici par une laryngoscopie indirecte, c'est un miroir, ou bien par la nasofibroscopie. De préférence la nasofibroscopie, mais les médecins qui ne disposent pas de nasofibroscopie peuvent bénéficier de cet examen traditionnel du miroir qui permet de voir une image inversée du plan glottis. Pourquoi réaliser cet examen? Pour le mentionner sur le dossier médical. Avant de faire rentrer votre patient au bloc opératoire, le dossier du malade doit contenir donc l'état des cordes vocales pour dégager votre responsabilité médico-légale. Si vous trouvez qu'il y a une dysphonie avec une fixité de la corde vocale, il faut la mentionner sur le dossier médical. Sinon, le patient peut par la suite vous poursuivre juridiquement. Si vous ne mentionnez pas l'état des cordes vocales, elle peut bien sûr rapporter cette dysphonie à votre geste chirurgical. Il faut toujours essayer d'examiner les cordes vocales et la mentionner sur le dossier médical parce qu'il a un caractère médico-légal. Même si par la suite le patient présente une paralysie récurrentielle, c'est votre faute en tant que chirurgien et ce n'est pas bien sûr un tableau clinique. Le reste de l'examen clinique, toujours intéressant, parce qu'on parle toujours de la découverte fortuite de plusieurs choses, et donc c'est pour cette raison, vous devez compléter votre examen clinique. Et des fois, il y a des choses de découverte fortuite. Pour un nodule thyroïdien, vous pouvez découvrir beaucoup de choses à l'examen clinique. Et donc, n'hésitez pas de compléter votre examen ORL et compléter aussi votre examen général à la recherche, comme vous connaissez, des signes d'hypothyroïdie, des signes, le myxodème et tout ce que vous connaissez vous en tant que endocrinologue. Très bien. À la fin de votre examen clinique, vous devez conclure. Pourquoi? Parce que pourquoi on réalise cet examen? On réalise cet examen, c'est pour chercher certains éléments cliniques qui exposent au risque de cancérisation. Et on appelle ça les signes de présomption maligne. Et ils sont plusieurs, ils sont nombreux ces signes de présomption maligne. Et une modification rapide
Et ça se base sur l'interrogatoire. Un patient qui avait un nodule thyroïdien connu depuis 10 ans, par exemple, mais il vient vous rapporter ce changement brutal et cette modification brutale des caractéristiques de nodule pendant une semaine. Donc cette modification rapide de nodule ou bien du goitre est un critère de malignité à prendre en considération. Deuxième critère, ce sont les antécédents familiaux de cancer. Il y a des familles qui sont connues par des cancers thyroïdiens. Et donc lorsqu'on a un patient au sein de cette famille connue par les cancers et qui vient pour un nodule thyroïdien, il faut prendre ça en considération parce que ça peut être aussi cancéreux. Troisième facteur de risque, les antécédents d'irradiation cervicale. Un nodule thyroïdien avec antécédent d'irradiation cervicale est un nodule qui peut être bien sûr malin. Le sexe masculin, on a dit que le sexe masculin aussi est un facteur de présomption de malignité. L'âge, donc un nodule qui survient avant 20 ans ou bien après 50-60 ans, est un nodule thyroïdien qui a plus de risques de se transformer en nodule malin que par rapport à d'autres personnes qui n'ont pas ce facteur d'âge. Il y a aussi les signes de compression. Les signes de compression, l'adénopathie métastatique, la paralysie récurrentielle qui va se manifester par la dysphonie, le caractère fixé et dur de nodule, tout ça, ce sont des critères de malignité que vous allez trouver à votre examen clinique. Donc dès que vous avez ces critères de malignité, il faut compléter votre bilan vers ce sens de malignité. Et donc, devant un nodule thyroïdien, on va demander un bilan. C'est un bilan qui est restreint, qui est fait par certains examens complémentaires. Il ne faut pas être très étendu dans votre bilan, mais le bilan d'un nodule thyroïdien est restreint. Elle est fait premièrement d'une échographie cervicale. C'est le premier examen, c'est l'examen du choix, devant que ce soit un nodule thyroïdien ou bien un goitre. Pourquoi ? Parce que c'est facile à réaliser, c'est anodin et c'est moins coûteux, et donc c'est accessible. Donc cette échographie, les renseignements qui doivent être mentionnés sur le compte rendu de cette échographie doivent reprendre les objectifs et les principes de la palpation clinique. Donc, elle va parler, donc le radiologue doit parler de la glande thyroïde, doit parler des aires ganglionnaires, et doit parler à la fin des glandes salivaires. Et donc l'échographie s'adresse au début aux caractéristiques de nodule, donc l'échogénicité de nodule, est-ce que c'est hypoéchogène ou bien c'est hyperéchogène? Quelle est la différence entre les deux? C'est le contenu. Devant un nodule hypoéchogène, ça veut dire que c'est un liquide, c'est kystique. Et donc dans ce cas-là, il est banal, on est sûr qu'il n'y a aucun problème devant un nodule hypoéchogène parce que c'est kystique, c'est liquidien. Mais par contre, devant un nodule hyperéchogène, c'est tissulaire. Il y a plus de risques de malignité par rapport au kyste thyroïdien. Donc, premièrement, c'est l'échogénicité. Deuxièmement, la taille du nodule. Il va mesurer la taille. Troisièmement, le nombre des nodules. Est-ce qu'on est devant un nodule isolé ou bien un nodule multiple? Les limites de nodule. Les limites de nodule, parce que chaque nodule est entouré par un halo. Et donc, l'échographie va permettre d'étudier les limites, parce que devant un nodule mal limité, ce sont aussi des signes de présomption de malignité. C'est un nodule qui risque d'être malin, parce que les limites de nodule ne sont pas bien claires. Hein? C'est un nodule qui est mal limité. Et il va chercher cette notion de calcification au sein du nodule. Là aussi, c'est un critère de malignité. L'existence des calcifications à l'intérieur du nodule thyroïdien est un facteur et est un signe de présomption de malignité. À côté de ces caractéristiques de nodule, on doit explorer le reste du parenchyme thyroïdien. Donc, le lobe droit, le lobe gauche, comment est l'état du parenchyme thyroïdien. Et par la suite, le radiologue va sortir de cette aire thyroïdienne pour aller explorer les aires thyroïdiennes. Et enfin, les glandes salivaires. Et des fois, on peut réaliser ce qu'on appelle la ponction échoguidée. C'est la cytoponction
qui est éco-guidé lorsqu'on a un nodule, bien sûr, individualisé par l'échographie. On peut s'aider par une étude cytologique, par cette ponction éco-guidée. Voilà, donc à la fin de ce compte rendu, il y a des éléments à faire sortir et des éléments à rechercher systématiquement, et sont des éléments échographiques en rapport avec la présomption maligne. Un nodule tissulaire, comme on l'a dit, parce que le nodule liquidien est un nodule qui est banal, c'est du liquide, mais le nodule tissulaire est un nodule qui peut être malin, mal limité, un halo incomplet, calcification et adénopathie. Donc, à côté des signes de présomption de malignité qui sont purement cliniques qu'on a vus, il y a des signes de présomption de malignité échographique. Et donc, lorsqu'on vous demande les signes de présomption de malignité, ils vont être à la fois cliniques et échographiques. Il y a bien sûr le bilan biologique.